la lourde condamnation de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré dans le procès de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Isidore Sankara compromet-elle le retour du serpent de mer de la réconciliation nationale? Nous allons poser la question au journaliste togolais Luc Abaki et voir au-delà de cela s'il faut blanchir Blaise Compaoré au nom de la réconciliation nationale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Luc Abaki, vous allez bien? Oui Michel, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Je vais bien également. Merci. Est-ce qu'il faut blanchir Blaise Compaoré au nom de la réconciliation nationale au Burkina Faso? Alors, je ne sais pas si le terme exact c'est blanchir, parce qu'il est déjà condamné. Donc, ça veut dire que ce qui peut être envisagé éventuellement, c'est de l'amnistier ou d'envisager une grâce présidentielle. Mais avant cela, qu'on parle de réconciliation nationale, ça veut dire qu'il y a une déchirure sociale. Ça veut dire qu'il y a une division. Ça veut dire qu'il y a une mésentente. Il y a des éléments qui compromettent le vivre ensemble. Parce qu'en réalité, la vocation d'une nation, c'est de vivre dans l'unité, dans une forme de paix sociale et de se retrouver autour des valeurs unitaires qui permettent justement de faire évoluer la nation, de construire le pays et de faire en sorte que des valeurs qui sont propres à cette société puissent être ancrées, promues, etc., etc. Donc, si le débat se pose aujourd'hui en termes à partir de la condamnation de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a un besoin de réconciliation. Ça veut dire que ces fondamentaux sont éventuellement compromis à partir de ce procès-là. Mais le besoin de procès était là. Parce qu'en réalité, il s'agit de l'assassinat d'un homme d'État. En tout cas, d'abord d'un citoyen, mais surtout encore d'un homme d'État qui avait commencé à poser les jalons d'une reconstruction nationale, en tout cas d'un processus qui consisterait à donner une identité au peuple burkinabé. Donc, ça veut dire que le besoin de justice, en tout cas d'établir la vérité sur cet assassinat était fondamental et crucial. Ce qui a beaucoup plus compromis justement ce processus de réconciliation, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de vérité autour de cet assassinat-là, parce que cet assassinat a plus causé de tort au peuple burkinabé que le procès lui-même. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ok. À partir de l'instant où il y a eu le procès, ça veut dire que, en tout cas, on considère que le procès a été équitable, que les parties ont pu donner leur version des faits, chaque partie a donné sa défense, en tout cas, la défense a pu produire ses arguments, et que c'est en toute indépendance que la justice s'est prononcée en condamnant aussi bien le président Blaise Compaoré que 12 de ses acolytes, enfin les autres qui ont été justement impliqués dans ce coup, dans cet assassinat. Ok. Aujourd'hui, ça veut dire que les pro-Sankara ont été soulagés par ce procès-là. Il n'y a qu'à voir les réactions, y compris celle de Mariam Sankara, justement, qui a dit que, bon, voilà, au moins aujourd'hui, la vérité a été établie. Elle a été clairement éclairée sur ce qui est arrivé à son mari. Maintenant, s'il y a un besoin si vous voulez, d'amnistier les intéressés, d'abord, il y a une démarche technique qui consiste pour les inculpés, ou du moins les condamnés, à faire la démarche. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail de contrition, de reconnaissance donc des faits. Puisqu'ils sont condamnés, ils demandent donc auprès des autorités burkinabées qu'une grâce présidentielle puisse leur être accordée, dans le but justement de créer un climat social qui soit plus raisonnable, plus adapté au contexte de la construction de la nation burkinabé. Ou même de participer. Voilà, éventuellement, puisque bon, l'ancien président burkinabé est contraint à l'exil. C'est vrai qu'il a aujourd'hui une nationalité burkinabé, ivoirienne. Ça veut dire qu'il est... Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde le reconnaît comme étant burkinabé. Pour avoir dirigé le pays pendant 27 ans, ça veut dire que toute son âme est au Burkina Faso, et étant entendu qu'il a ses partisans à lui, qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur lui, en tout cas il a marqué la vie du peuple burkinabé pendant 27 années, ce n'est pas un pion qu'on peut négliger. Mais avant
qu'on ne puisse le gracier ou qu'on envisage une grâce présidentielle ou quoi que ce soit, il va falloir de sa part, ainsi que des autres condamnés, une démarche de contrition, une démarche qui montre clairement que bon voilà, à partir du moment où il y a eu un acte par le passé qui n'était pas bon, on est prêt aujourd'hui à accompagner un nouveau processus. Il faut essayer de nous aider de manière que la cohésion sociale puisse être là et que bon, mais on engage le processus de la réconciliation, de la reconstruction de l'État burkinabé. Mais sans cette démarche-là, sans une reconnaissance de leur part, il est impossible d'envisager voilà, une grâce présidentielle comme ça par un décret ou du moins par la seule humeur d'un dirigeant. Donc, vous dites que cette démarche est importante aujourd'hui à faire par Blaise Compaoré. Et évidemment, si lui-même, il comprend qu'il a un rôle important à jouer dans le processus de la reconstruction de l'État burkinabé, il faut bien qu'il fasse cette démarche-là de manière qu'on puisse engager ou du moins inscrire définitivement ce fait de l'assassinat du président burkinabé dans l'histoire. C'est-à-dire que on se dit, bon, mais c'était une erreur du passé, c'est un problème qui a entaché la vie du peuple burkinabé, mais dès l'instant où la vérité a été établie, on a besoin d'évoluer. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de s'oublier dans les faits du passé, surtout quand ces faits sont négatifs. Ils ne sont pas de nature à permettre ou à faciliter l'évolution d'une nation. Donc, le peuple ne peut évoluer évidemment que sur la base des valeurs ou des éléments constructifs. Donc, tout ce qui a été élément de déchirure sociale, de division, de désunion, de désamour entre les individus, entre les citoyens burkinabés doit appartenir désormais au passé. Donc, dès l'instant où la vérité a été établie, on considère en effet, comme je l'ai dit, que ça a été véritablement une vérité parce que c'est vrai qu'au cours du procès, les protagonistes n'ont pas reconnu leur tort. Ouais. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a encore des retenues. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de recours ou pas, mais ce qui est certain, c'est que pour qu'il y ait une réconciliation véritable, c'est-à-dire un apaisement social absolu, il faut d'abord que les faits soient établis comme tels. C'est-à-dire que l'erreur a été commise, l'acte a été commis, peut-être il était motivé par un certain nombre de contingences. Du moment, aujourd'hui on a besoin d'avancer, chacun doit pouvoir assumer ses responsabilités de manière que le pays puisse reconnaître, justement, revivre un certain apaisement, parce qu'il s'agit là des fondamentaux essentiels qui peuvent permettre l'évolution d'une nation. Le problème que nous avons en général dans nos pays, c'est qu'on ne comprend pas que pour construire un pays, pour développer un pays, c'est d'abord avec le capital humain. Et ce capital humain-là a besoin d'être focalisé sur des valeurs claires, sur une conscience nationale, sur des valeurs identitaires à partir desquelles tout le monde évolue. C'est-à-dire que chacun sait quelle est sa part de responsabilité dans le processus de construction de la nation. Or, tu ne peux avoir conscience de cela et l'assumer que si tu es en résonance avec ton être. Mais s'il y a des injustices, s'il y a des cas de frustration, de révolte, des situations qui amenuisent justement l'expansion de l'identité de chaque individu, on aura du mal à construire nos nations. Et c'est ce qui se passe. Parce que dans nos sociétés, en général, les gens gouvernent en minimisant le phénomène ou le principe de la justice qui régule en fait le vivre ensemble et qui permet à chaque citoyen d'assumer sa part de responsabilité. Donc, tous ces éléments sont essentiels aujourd'hui pour que le Burkina Faso, qui fait bien entendu face à plusieurs autres défis, notamment sécuritaires, le défi même de la vie communautaire, de la vie d'ensemble et tout, tous ces défis-là sont tels qu'on ne peut pas traîner les ressentis négatifs du passé. Il faut évoluer, mais à condition que chaque partie soit sincère, reconnaisse les enjeux qui se posent au pays et assume justement sa responsabilité. Vous avez écrit un article, Luc Abaki, et vous avez énuméré les défis d'une vraie réconciliation dans ce pays. Quels sont ces défis? Dans les défis, je venais de le dire, c'est qu'aujourd'hui, il est clair que le Burkina Faso, c'est un pays, on sait qu'il est enclavé, il fait face aux défis sécuritaires, il fait face aux défis même de la cohésion sociale, du vivre ensemble, il fait face aux défis même de la faim. Voyez-vous? Donc tous ces éléments-là sont de nature à ralentir.
D'abord, le principe même du vivre ensemble. Parce que lorsque vous avez faim, vous êtes révolté, vous êtes frustré, vous n'avez pas le temps d'engager toute la meilleure version de votre personne pour pouvoir contribuer au vivre ensemble, en tout cas pour contribuer à la construction de la nation elle-même. Ça veut dire que la principale activité qu'il faut mener aujourd'hui, c'est celle qui permet à chaque citoyen de comprendre qu'il appartient à un creuset national et que son apport est déterminant dans la construction de la nation elle-même. Voyez-vous, à partir de cet instant-là, chacun contribue en fonction justement de son état d'esprit, de tout ce qu'il a acquis comme connaissance et de tout le niveau de conscience qu'il a par rapport aux défis qui se posent justement à son pays. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, après cette justice qui a été établie, qui a soulagé beaucoup de personnes qui cherchaient justement cette vérité-là, parce que de par l'histoire, depuis que Thomas Sankara a été assassiné, il y a toujours des associations, beaucoup de regroupements. En tout cas, les gens ont revendiqué la vérité sur ces faits-là. Malheureusement, le président burkinabé, qui était donc aux commandes du pays durant pratiquement 3 décennies, n'avait pas ouvert les brèches, ou en tout cas donné le champ nécessaire pour l'établissement de cette vérité-là. On va tout simplement se dire peut-être parce qu'il se reprochait quelque chose. En tout cas, il ne pouvait pas être absolument disculpé de cet acte qui lui a fondamentalement profité, puisqu'il a fallu cet assassinat pour que lui, il accède au pouvoir. Ok. Au-delà de tout ça, c'est vrai, nous sommes tous passagers. Que quelqu'un ait été assassiné ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il partirait un jour. Donc, nous devons avoir la hauteur d'esprit nécessaire pour dépasser cet épisode-là qui a été donc l'assassinat et donc faire face à ce défi fondamental donc de la sécurité, mais aussi du développement même du pays à partir de l'apport de chaque individu. L'erreur que nous commettons, en tout cas nos dirigeants commettent souvent, c'est de donner le sentiment qu'ils ont la science infuse. À partir de l'instant où ils sont dans le piédestal de l'État, ce sont eux qui donnent les idées, qui créent la richesse et qui permettent le développement du pays. Mais c'est archi faux. C'est la société en réalité qui crée la richesse de la nation. C'est-à-dire que le dirigeant n'a de responsabilité qu'à donner en réalité les fondamentaux, à donner le ton, à créer l'écosystème qui permet à chaque individu de mieux participer au principe de la construction de la nation. Aucun dirigeant ne crée la richesse dans un pays. Aucun dirigeant ne peut donner à un citoyen l'état d'esprit dont il a besoin. Donc, ça veut dire tout simplement que ce qu'il faut faire, c'est de donner le là, de faire en sorte à créer le creuset, l'écosystème. Et chaque citoyen va contribuer. C'est le principal défi dont le peuple burkinabé fait face aujourd'hui. Et je crois que la meilleure manière de rendre hommage à Thomas Sankara aujourd'hui, c'est d'abord reprendre ses idées, de les valoriser davantage et de faire en sorte à faire mieux que ce qu'il a eu à faire. Tout le monde sait que c'était un panafricaniste, c'est un vrai nationaliste, c'était quelqu'un qui était engagé pour la cause commune, pour la cause nationale. Et donc, il a eu la lucidité de créer une conscience nationale autour d'un certain nombre de valeurs qui identifient le peuple burkinabé. Aujourd'hui, on parle du peuple, du pays des hommes intègres. C'est lui qui a imprimé justement cette notion d'intégrité au peuple burkinabé. Mais c'est quoi l'intégrité si ce n'est pas de faire en sorte à travailler pour assumer la vision que le gouvernement a eu à imprimer dans l'esprit de chaque citoyen. Donc, si on se proclame intègre, il va falloir l'assumer à travers l'œuvre de chaque citoyen, à travers la politique même qui est propulsée du haut, mais qui est en même temps portée par l'ensemble du peuple burkinabé. Et c'est ça qui peut déterminer l'évolution d'abord de la société elle-même et surtout son développement et son épanouissement. Alors, pour porter tout cela, cela revient aux dirigeants actuels du Burkina Faso, le gouvernement dirigé par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Est-ce que vous voyez ce pouvoir aller au-delà de toutes ces réalités que vous aviez citées tout à l'heure? C'est vrai que nous sommes dans un contexte d'un pouvoir transitoire. C'est-à-dire que il y a eu un coup d'État et cette équipe gouvernementale actuelle a une feuille de route, a des responsabilités limitées dans le temps, puisqu'ils n'ont pas reçu l'assentiment, je veux dire, l'aura ou l'onction à travers un mandat dûment établi. Ça veut dire qu'il ne sera pas aisé pour cette équipe qui n'est là que pour la transition, de pouvoir réaliser, en tout cas de relever amplement les défis dont nous parlons.
Voilà pourquoi il est important que ces autorités qui se sont donné, je crois, 3 ans pour pouvoir donc baliser la voie à une reconstruction de la nation, en tout cas à faire en sorte à poser les jalons ou les fondamentaux d'une vraie démocratie avant les élections présidentielles, puissent s'atteler à ces priorités-là. Mais ce que je dis consiste en tout cas s'inscrit dans un temps plus élevé. Si ceux-ci sont en mesure de piquer les semences, de faire en sorte à créer la voie, ça veut dire qu'après cela, après les élections présidentielles, au bout de 3 ans, l'équipe qui viendra ne va que faire la continuité, assumer la continuité, mais dans un élan vraiment responsable, voyez-vous. Donc il est fondamental pour l'équipe actuelle, puisque en tout cas sa priorité, c'est d'abord le défi sécuritaire. Puisque si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas contribuer à l'existence d'une nation, à la construction d'une nation. À partir du moment où il y a ce problème qui consiste à dire que le peuple burkinabé fait face à sa propre survie à cause des djihadistes, des terroristes et tout ça, ça veut dire que la première énergie, en tout cas l'énergie fondamentale qu'il faut engager, c'est d'abord de faire en sorte à redonner à l'État burkinabé son identité, son intégrité territoriale. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait l'apaisement social. C'est vrai, voyez-vous, je crois que si le procès-là n'avait pas commencé avant le coup d'État, je ne crois pas que cette transition aurait initié ce processus, ce procès, voyez-vous. C'est donc une continuité. Et donc, on va pouvoir rester dans cette démarche de continuité pour faire en sorte que l'État burkinabé se reconstruise de façon naturelle. Si la transition ne peut pas réaliser tous les défis dont j'ai parlé, au moins qu'elle crée les conditions d'un processus électoral sain qui permet au peuple de choisir le leader dont il a besoin pour conduire sa destinée, pour conduire sa vision, son aspiration et ses attentes qui permettent justement à chaque citoyen de pouvoir s'épanouir. Donc on ne va pas donner ou conférer à cette transition toute cette responsabilité, toutes les missions dont j'ai parlé, mais on peut leur demander de créer l'écosystème de base qui lui permette justement d'aller vers ces ambitions aussi nobles et importantes pour la nation burkinabé. Justement, Luc Abaki, Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, Yacet Kafando et tous les co-accusés, quel rôle ils peuvent précisément jouer? On sait qu'ils sont très proches, ils arrivent à discuter avec les djihadistes lors de la gouvernance de Blaise Compaoré. Selon vous, ils peuvent apporter concrètement quoi? C'est possible. Il me semble que lors de la gouvernance de Roch Christian Kaboré, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré avait même écrit une lettre se disposant justement à contribuer à lutter contre le terrorisme, etc. Ça veut dire que, ayant l'expérience de la gouvernance d'État, ayant eu à côtoyer d'une manière ou d'une autre tous ces malfaiteurs, en tout cas ceux qui compromettent aujourd'hui la vie du peuple burkinabé, il est convaincu de sa capacité à apporter sa contribution justement dans la résolution de cette crise-là, en tout cas de ce fléau qui aujourd'hui est en train de gangréner véritablement, non pas seulement le Burkina, mais plusieurs pays du Sahel. Ok. Donc il leur appartient bien entendu de définir avec précision leur apport dans la lutte contre ce phénomène-là. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre qu'eux, ils apportent leur contribution avant de lutter contre le terrorisme? Je ne crois pas. Voilà pourquoi les nouveaux dirigeants actuels sont en train d'envisager une multiplication, si vous voulez, d'initiatives en ce qui concerne même les partenariats militaires, etc., en vue de pouvoir donner une réponse adéquate à cette guerre asymétrique qui ne peut en aucun cas être maîtrisée par une seule personne. Il est vrai que du temps de la gouvernance de Blaise Compaoré, il n'y avait jamais eu le phénomène de terrorisme dans ce pays-là. Et ça, après, il nous est révélé que les terroristes étaient en bonne intelligence, en tout cas avec les autorités de l'époque, etc. Mais l'idéal n'est pas forcément d'être... Voilà. Il n'y avait pas le cas libyen. Voilà, justement, il n'y avait pas eu ce cas libyen. Donc, lorsque le verrou libyen a été sauté, et donc il y a eu un déferlement de ces terroristes-là dans tout le Sahel et qui est en train justement d'envahir beaucoup de pays, y compris précisément le Burkina Faso. Mais nous, on ne peut pas non plus oublier que, en fait, ce phénomène de terrorisme
a d'autres ramifications. En tout cas, il y a d'autres contingences dont on ne parle pas assez, mais qui montrent que même les puissances occidentales, quelque part, jouent un peu avec ce phénomène. Parce que, bien sûr, voilà, il y a un rôle catalytique qui est joué d'une certaine manière parce que il faut justifier leur présence dans nos pays. Voyez-vous, il n'y a qu'à prendre justement le cas malien pour voir toute la difficulté que la France a aujourd'hui pour quitter ce pays-là, malgré toute l'évidence, en tout cas tous les éléments qui sont réunis pour exiger d'une certaine manière le départ de ces forces-là. Donc, au même moment que finalement la France acte son départ, elle cherche à se positionner dans les environs immédiats, notamment au Niger. Et vous voyez toute la complicité que les forces Barkhane sont en train de créer avec le Burkina Faso, les forces burkinabées, qui disent que bon, mais de façon très concertée et avec l'implication des unes et des autres, ils ont pu neutraliser un certain nombre de djihadistes, de terroristes, etc. C'est pour dire tout simplement que ils sont en train d'attirer ou de captiver l'attention des autorités burkinabées de telle manière qu'elles ne se détournent pas vers d'autres forces rivales, notamment la Russie par exemple. Ça veut dire que, quelque part, ils ont aussi besoin de justifier leur présence dans nos pays-là par le fait de si vous voulez, du terrorisme, etc., etc. Il appartient aux autorités burkinabées de rester suffisamment lucides et vigilantes, de poser le diagnostic le plus adéquat possible et en vue de trouver les solutions les plus pérennes, les plus efficaces et les plus adéquates qui permettent d'extirper de la vie du peuple burkinabé ce phénomène du terrorisme, etc. Donc, si les condamnés peuvent apporter de façon claire les formules par lesquelles ils entendent donner leur contribution dans la lutte contre ce phénomène, je pense que ça peut effectivement participer à accélérer leur processus d'amnistie ou de grâce présidentielle. Le pays des hommes intègres a été aussi cité en exemple en matière de coexistence religieuse et ethnique. Vous pensez que cette coexistence peut apporter à ce pays et quel rôle justement Blaise Compaoré et les autres peuvent jouer? Bon, je ne sais pas si du point de vue religieux, les anciens présidents, enfin ce président et tous ceux qui ont été condamnés peuvent contribuer, en tout cas apporter quelque chose de concret parce que bon, ben, jusqu'à preuve du contraire, on ne connaît pas leur religion pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a une coexistence religieuse qui est avérée être un exemple, c'est à saluer. Ça à mettre précisément à l'actif du peuple burkinabé. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une question de bon sens et d'intelligence que de savoir que la religion d'autrui ne peut pas être une cause de rivalité par rapport à la mienne. Tout simplement parce que c'est quoi la religion si ce n'est la quête de l'invisible, en tout cas d'une force extérieure dont la participation dans notre vie nous permet, en tout cas permet d'assurer notre foi et de nous donner des convictions et de faire en sorte qu'on puisse croire en notre meilleur devenir. Ça veut dire que chacun est libre en vérité de chercher son Dieu, de chercher la force supérieure susceptible justement d'impacter sa vie, de bâtir sa foi, de bâtir sa conviction et sa perception même de la vie. A priori, il ne devrait pas avoir de problème entre religions. C'est le fanatisme, c'est-à-dire que le fait que dans une religion, on puisse dire que quelqu'un qui ne pratique pas ta religion est ton ennemi, c'est ça en réalité qui crée les problèmes de conflits religieux à travers le monde. Mais c'est un peu idiot parce que lorsque vous savez tout ce qui fonde en fait la quête de la spiritualité, vous comprenez d'emblée que lorsque vous êtes en face d'une créature de Dieu, elle ne peut qu'être un complice à vous. Elle ne peut pas être un ennemi parce qu'il nous a été dit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et que notre vocation est de lui ressembler. Ça veut dire que la démarche religieuse ou mieux spirituelle consiste à épanouir en nous les valeurs les plus recherchées possibles qui nous permettent d'assumer notre humanité et de marquer la différence, notre différence avec les autres créatures. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une imbécilité, une idiotie absolue que de constater les conflits religieux que nous avons dans le monde là. Et ça veut dire que tout ce monde là qui rentre dans les conflits religieux est à la superficie, à la surface. C'est-à-dire qu'ils ont une conception périphérique de l'activité spirituelle. Autrement, si vous travaillez sur les valeurs qui permettent le vivre ensemble, qui permettent à chaque individu de pouvoir s'assumer et donc d'assumer, de meubler sa vie avec des éléments édifiants,
vous ne pouvez pas prendre un autre, en tout cas votre adversaire, en tout cas quelqu'un qui pratique une autre religion, en ennemi. Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Chacun est libre, il peut chercher son Dieu à sa manière. Et l'essentiel, c'est la démonstration qu'il fait dans la vie. C'est-à-dire que quand vous faites un travail d'élévation de votre personnalité, en réalité, vous incarnez de façon progressive des valeurs qui sont recherchées par l'ensemble de l'humanité. Une fois que vous les incarnez, vous devenez une référence. Donc, que quelqu'un ait fait plus de chemin que vous dans cette démarche spirituelle, il ne pourrait que vous apporter des éléments dont vous avez besoin, puisque vous êtes en quête de votre identité, en quête de la meilleure version de votre personne. Et donc, logiquement, vous ne pouvez pas avoir de... Donc, aujourd'hui, nous rendons grâce que le peuple burkinabé est connu quand même, soit en train d'expérimenter la cohésion sociale, l'apaisement entre les religions et travailler de façon collégiale pour une cause commune. C'est ça qui compte. Parce que tu sois musulman, chrétien ou d'une autre obédience religieuse, vous appartenez à un creuset national. Vous n'avez pas de choix que de vivre ensemble. Et lorsque vous vivez ensemble et pour promouvoir des principes qui permettent justement de conforter cette union-là, vous allez évoluer ensemble. Mais lorsque quelqu'un veut prendre une suprématie, prendre une position qui donne le sentiment que cette personne serait mieux investie des attributs de Dieu, c'est là où en fait ça crée des problèmes. Vous écrivez aussi en grand caractère dans votre article, Louis Kabaki, que l'enjeu de la réconciliation est plus grand et sérieux. Mais bien sûr. Et la réconciliation, je l'ai dit, quand on parle de la réconciliation, c'est qu'en fait, il y a eu des fissures par rapport à ce principe du vivre ensemble. Et donc, cet enjeu-là, il est fondamental parce que c'est une clé qui détermine tout simplement l'évolution naturelle d'un pays. Alors, on parle de réconciliation sans doute parce que ces fondamentaux-là ont été entamés. On ne parle pas de réconciliation, par exemple, dans les pays développés, où l'objectif principal, c'est de faire en sorte que l'évolution déjà connue, le développement déjà connu, puisse aller crescendo. Aujourd'hui, nos peuples sont en train de se chercher, tout simplement parce qu'ils ne reposent pas leur vision autour des idéaux communs, autour des valeurs communes, autour d'une conscience nationale. Et ça, en fait, c'est la mission principale qui est conférée à un dirigeant. C'est-à-dire que si vous êtes dirigeant, ce n'est pas parce que vous êtes investi de plus d'intelligence, de plus d'aptitude, de plus d'atouts. Non, c'est parce que vous avez l'opportunité, en fait, de révéler votre vision et de faire en sorte à réorganiser votre société qui va alors prendre conscience d'un certain nombre de principes essentiels qui permettent justement de vivre ensemble, de s'entraider, de se compléter et donc d'évoluer de façon très assumée et lisse. Voyez-vous? Donc quand les États, nos États, n'arrivent pas à le faire, c'est sans doute parce que certainement nos dirigeants manquent de vision ou même de méthodes qui permettent à tous les citoyens d'avoir une conscience claire sur les enjeux qui se posent à nos pays. Donc, aujourd'hui, il est clair que la réconciliation est fondamentale et le principe du vivre ensemble qui permet donc la cohésion nationale, qui permet l'émergence des idées constructives, elle est une clé pour pouvoir tendre vers l'évolution et le développement. Louis Kabaki, vous êtes journaliste togolais. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup, à vous aussi. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.